Les titres avec les manifestations anti-occidentales qui se multiplient à Mogadiscio, 9 Somaliens tués aujourd'hui par les djihadistes américains. Les sidérurgistes français et allemands manifestent de chaque côté du Rhin. Bruxelles devrait entériner demain un nouveau plan de restructuration de la sidérurgie européenne. Les sondages avec une nouvelle progression des intentions de vote pour l'opposition, RPR-UDF, stagnation du PS et du MRG, et les écologistes à la baisse. Invité de ce journal, Bernard Tapie, qui nous dira ce qu'il pense du Big Bang rocardien et des dernières péripéties électorales marseillaises. Mais aussi, nous évoquerons des sujets plus dramatiques comme les ravages de la drogue dans la jeunesse. Olivier de Kersauzon abandonne sa tentative de tour du monde en moins de 80 jours. Et puis nous terminerons ce journal sur le sourire et sous le charme d'Anouk Aimé, héroïne de notre téléfilm de ce soir, Des voix dans le jardin. Madame, Monsieur, bonsoir. Climat très tendu à Mogadiscio où 9 Somaliens ont été abattus aujourd'hui par les djihadistes américains alors que les manifestants tentaient d'envahir l'ambassade des États-Unis. La France a également été la cible de la colère des manifestants. Le Quai d'Orsay parle d'incidents extrêmement préoccupants. Olivier Lerner. C'est le premier drapeau français qu'il brûle. Il flottait depuis décembre dernier sur le toit de la villa qui abrite la représentation française et le siège de l'action humanitaire française à Mogadiscio. Un bâtiment visé et encerclé par les partisans du général Haïdid pendant plus de 2 heures aujourd'hui. Les quelques militaires français présents ont fait ce qu'ils ont pu pour ne pas envenimer un climat déjà très tendu. Ils ont tiré en l'air. Ces mêmes partisans du général Haïdid ont également pillé l'ambassade d'Égypte et se sont rassemblés non loin de l'ambassade américaine. Plus nerveux que les Français, les Marines ont riposté plus énergiquement. Bilan, au moins 9 morts. Sous la pression, les patrouilles américaines ont évacué le centre-ville et se sont repliées vers l'aéroport. Le général Haïdid, qui a personnellement appelé ses troupes à manifester, reproche essentiellement aux Américains de soutenir un de ses rivaux. Haïdid et ses hommes n'ont plus qu'un slogan américain, dehors. Cette démonstration de force du général Haïdid est une demi-surprise. Il a voulu rappeler que rien ne pouvait se faire en Somalie sans son accord. Le militaire reprend donc le pas sur l'humanitaire. 3000 Marines devaient rentrer au pays. Il n'en est plus question ce soir. Le sang a également coulé en Casamance, dans le sud du Sénégal, où l'attaque d'un village par des séparatistes a fait au moins 20 morts. Climat d'insurrection également à Kinshasa, où les troupes d'élite du président Mobutu encerclent actuellement le Parlement. L'armée zaïroise a en effet annoncé qu'elle rejetait la constitution de transition. Selon certaines informations, Bill Clinton pourrait annoncer dans les heures qui viennent le début des opérations de parachutage de vivres sur certains villages isolés de Bosnie. Une opération qui présente de nombreuses difficultés techniques et de réels risques politiques. Certains responsables des Nations Unies sur place craignant en effet des réactions provoquant une escalade guerrière. Le point avec notre correspondant aux États-Unis, Jean-Marc Ilouz. On n'est pas d'accord sur tout, mais on fait comme si. Boutros Ghali, le secrétaire général des Nations Unies, a surmonté hier ses réticences et donné sa bénédiction à Bill Clinton. Oui au recours temporaire à l'aviation américaine pour parachuter des vivres en Bosnie. Promis, juré ou presque, l'opération se fera dans le cadre des Nations Unies. Non pas une mission de combat, mais une opération purement humanitaire, insiste le président Clinton. Mais les militaires américains, eux, attendaient encore ce matin qu'on leur explique comment. Théoriquement, des avions cargo américains partis de base en Allemagne ou en Italie seront chargés de larguer des containers de 900 kilos sur les villages isolés, musulmans, mais aussi serbes ou croates. Oui, mais en raison des armes antiaériennes qui pullulent, pas question de largage normal à 200 mètres, 3000 mètres au moins, pour assurer la sécurité des appareils qui, décision politique, ne seront pas protégés par des chasseurs. À 3000 mètres, bien difficile de viser juste. Les vallées de Bosnie orientale sont bien moins accessibles que celles du Kurdistan, mais les autorités politiques américaines veulent démontrer qu'elles n'abandonnent pas la Bosnie et que désormais, elles s'impliquent. Alors sur le thème « Il ne faut pas décourager les bonnes volontés, surtout de la taille des États-Unis », tout le monde d'applaudir le beau geste américain. Il ne garantira pas le ravitaillement des villages bosniaques, mais il persuadera peut-être les combattants de laisser passer les camions de l'ONU. Démission du Premier ministre canadien Brian Mulroney. Depuis 8 ans à la tête du gouvernement d'Ottawa, son parti, le Parti conservateur, est actuellement en chute libre dans les sondages.
Précisément en France, un nouveau sondage BVA commandé par Paris Match indique une forte poussée en voix et en sièges pour l'actuelle opposition RPR-UDF. Les écologistes reculent sensiblement alors que le PS émergé stagne. Détail avec Jean-Baptiste Prédali. Fait marquant du dernier sondage BVA Paris Match, une nouvelle poussée de l'opposition. 41,5% d'intention de vote pour le RPR et l'UDF, 3 points de plus qu'au début du mois. Le Parti socialiste se stabilise à 20%, les écologistes sont en recul de 2 points à 15%. Peu de variations pour le Parti communiste, 8% d'intention de vote, et pour le Front National, 12%. Traduction en siège pour la future Assemblée, premier scénario, avec maintien systématique, là où ils le peuvent, des écologistes et du Front National. 452 députés pour le RPR et l'UDF, 79 pour le PS. Deuxième scénario, un désistement des écologistes pour le PS. Le nombre des députés socialistes passerait alors à 101. La droite, elle, totaliserait 423 sièges. La popularité de François Mitterrand est à la baisse, 60% d'opinion négative. Les mécontents progressent de 3 points. Baisse plus prononcée encore pour Pierre Bérégovoy, 52% de mauvaises opinions, un bond de 7 points dans le mécontentement. Enfin, 82% des sondés estiment que la France est mal gouvernée, un record et un constat. Jamais depuis 81, une majorité n'était apparue aussi affaiblie à un mois d'une élection. Précision importante, pour des raisons de calendrier, un tiers seulement de ces sondés ont été interrogés après l'annonce du fameux Big Bang de Michel Rocard. Cette spectaculaire proposition de rénovation de la gauche a, semble-t-il, été bien reçue chez les militants de base du PS. François Brabant. Dans l'ensemble, ils sont pour. Les militants venus écouter Pierre Bérégovoy lundi ont été conquis quelques jours plus tôt par le Big Bang rocardien. Cette idée-là, disent-ils, ils y pensaient eux-mêmes depuis longtemps. Je crois que les militants le ressentaient, il a eu le mérite de le faire clairement et je crois que c'était bien ressenti par les socialistes. Il n'a pas entièrement tort, j'en suis persuadé, mais que la réussite soit certaine, c'est pas sûr, mais rassembler, c'est certainement bien. Il essaie d'être prospectif et constructeur, il essaie de rassembler ce qui était part et que c'est une très bonne chose. Une très bonne chose pour la gauche, une très bonne chose pour les socialistes, une très bonne chose aussi pour Michel Rocard. Avec ce Big Bang, Michel Rocard prend encore une carrure d'homme d'État qu'on ne lui connaissait pas et qui, je crois qu'il s'affirme bien comme futur président. Et c'est bien cela qui, justement, fait grincer quelques dents, chez les chevènementistes par exemple, qui ne voient dans ce Big Bang qu'une manœuvre opportuniste. Ça me paraît être une promotion uniquement de son propre projet et de sa propre lancée vers la présidence de la République, mais absolument rien d'autre. On sait depuis longtemps que Michel Rocard, il vise l'Élysée. Et pour lui, il faut qu'il y ait un maximum de rassemblement. C'est un peu comme repeindre les ascenseurs. C'est une phrase que Michel Rocard avait déjà donnée. Voilà Michel Rocard prévenu. À quelques exceptions près, les militants socialistes semblent décidés à le suivre. Reste à convaincre tous les autres. Précisément, dans l'hebdomadaire Globe, Antoine Wechter, lui, compare ce Big Bang à une sorte de sauce vinaigrette et ne semble pas décidé à participer à cette opération. Au contraire, dans une longue interview accordée au Monde, Brice Lalonde accepte la main tendue de Michel Rocard, car, dit-il, les écologistes ont une dette envers l'ancien Premier ministre. Je vous le disais en titre, avec Arlette Chabot, nous recevons maintenant Bernard Tapie. Bernard Tapie, Monsieur le Ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de phénomènes de société comme la drogue et la jeunesse, nous allons parler avec Arlette de politique. Première question, on a eu même un peu le sentiment que vous preniez cette idée de Big Bang avec des pincettes. Ah non, moi j'ai trouvé intelligente, intéressante et correspondant bien à ce que veut faire Michel Rocard et à ce que ressentent beaucoup de gens qui votent. C'est-à-dire une nouvelle démarcation, un peu différente de celle qui faisait la définition de la droite et de la gauche, un souci qui est toujours deux courants de pensée séparés, mais peut-être une nouvelle définition. Alors on l'appelait le Big Bang. Non, moi j'ai simplement essayé de comprendre si ça pouvait se faire dans le cadre d'une élection qui se faisait comme ça à la majorité, parce que c'est difficile de demander à des électeurs de voter pour des gens qui ont toujours été identifiés comme porteurs d'idées différentes, alors que souvent, on peut parfaitement essayer de faire le plein de ses voix dans un premier tour d'élection en soutenant son parti à fond
Et quitte à ce qu'après, les gens fassent un contrat de gouvernement entre eux, les écologistes, certains membres du centrisme, des socialistes, etc. Mais pour reprendre un langage sportif, vous êtes prêt à jouer dans la même équipe que les écolos, que les communistes rénovateurs, que des centristes, s'ils acceptent évidemment de venir? Pour l'instant, vous ne pouvez pas dire dans quel clan vous serez tant que vous ne connaissez pas le programme du camp en question et pourquoi faire. Bon, moi, la personnalité de Rocard, et ce qu'il a l'habitude de dire, et ce qu'il a l'habitude de défendre, me donne envie d'y aller. Maintenant, s'il est associé avec des gens qui disent le contraire de ce que j'ai l'habitude de défendre, à ce moment-là, ça posera problème. Mais, donc on ne peut pas dire oui à autre chose que oui pour être avec lui capable de rassembler des gens qui pensent sensiblement la même chose. Qu'est-ce que vous attendez de Rocard maintenant? Un programme, des idées? Vous savez, il va falloir quand même qu'on remette en cause un certain nombre des schémas qui étaient les nôtres, parce que pour l'instant, on a fait tant bien que mal dans un programme politique difficile, à un moment où c'était pas facile d'être au pouvoir et d'être populaire. C'est le sort de tous ceux qui sont au pouvoir en ce moment. Il ne faut pas rester dans l'opposition. Toutes les chances nous sont défavorables actuellement de rester au pouvoir. Il faut se mettre dès le lendemain matin des élections dans une nouvelle phase de conquête. Et beaucoup de gens veulent reprendre le pouvoir pour imposer les idées qui sont les nôtres. Quand vous voyez l'impopularité du gouvernement aujourd'hui avec le sondage BVA, la popularité du président, de Pierre Bérégovoy, comment vous réagissez? Vous me posez cette question parce que je suis moi-même dans une configuration où le sondage ne correspond pas du tout à la même réalité que d'autres personnages. Je veux dire que le sondage peut émettre le sentiment d'une humeur quand il s'agit de quelqu'un qui n'a pas une action politique très forte. Lorsque le président, on s'exprime sur sa popularité, c'est pratiquement ceux qui sont prêts à voter pour lui dans un premier tour de présidentiel. Ce n'est pas une humeur qu'on émet sur le président de la République, c'est une adhésion. Alors que sur des personnages moins typés, moins fortement politiques, on donne une humeur. Madame Veil, qui peut être contre Madame Veil? 60%, 50% l'aiment bien, à juste titre. Le président Mitterrand, quand on dit on l'aime bien, quand on est pour lui, ça veut dire que pratiquement, c'est ceux qui seraient prêts à voter pour lui. Et il n'a jamais fait plus de 30-35% dans un premier tour présidentiel. Donc le fait de mettre les tests de popularité sur le même niveau d'un homme politique secondaire ou de second plan avec le président sont totalement dérisoires. Bernard Tapie, hier, il y a eu un double bang dans le ciel de Marseille. Tout d'abord, l'annonce d'un audit ou d'une consultation juridique, plus précisément, sur la gestion de l'Olympique de Marseille, plus l'annonce de la candidature dans votre circonscription, là où vous présentez, de l'un des adjoints au maire de Marseille. Alors un double bang qui devrait provoquer une réaction vigoureuse, sans mauvais jeu de mots. Oui. Bon, je pense que là, tout ça procède du même système de réflexe et d'attitude. Je crois que le maire de Marseille anticipe un peu sur les élections qui auront lieu dans 2 ans. Ça vient de 2-3 éléments. Le premier, c'est un peu de ma faute. J'ai fait savoir que je m'y intéressais de près. Le second, peut-être pas pour la mairie de Marseille, mais candidat quelque part aux élections municipales. Le second, c'est aussi un peu de ma faute parce que les sondages sur cette élection prévisionnelle sont bons pour moi. Donc c'est aussi un peu de ma faute. Et le troisième, parce qu'il mesure un peu chaque semaine le phénomène que crée l'Olympique de Marseille dans Marseille. Et que, bon, tout ça ne le rend pas content. Et bon, comme chaque fois, on essaie de trouver des moyens de... Le fait qu'il y ait un candidat contre vous, qui soit adjoint au maire, vous trouvez que c'est un mauvais coup encore de Robert Vigouroux? Non, ça par contre, je crois que c'est logique. Le maire de Marseille n'a pas envie que je gagne les élections dans ma circonscription et il me met donc un candidat contre moi. Ce qui est un peu illogique, c'est qu'il n'ait pas le courage de dire... Voilà. Vous calme d'un seul coup à l'égard de Robert Vigouroux, là, vous n'êtes pas... Ah non, je ne suis pas calme, je vais essayer de gagner quand même. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez, écoutez, à Marseille, j'ai été habitué, chaque fois que je fais une élection, j'essaie tous contre moi de toute manière, mais d'habitude, c'est plus officiel que ça. Là, on m'envoie un adjoint en disant pas qu'il est l'adjoint, mais qu'il est l'adjoint quand même. Bon, on va essayer de gagner. Et sur cette affaire de consultation juridique, qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que je peux quand même être président de l'Olympique de Marseille et ministre et député. Et comme je serai certainement plus ministre bientôt, peut-être, je serai député si je gagne. Et ça se trouve, alors à son grand plaisir, je serai plus que président de l'Olympique de Marseille. Apparemment, c'est ce qu'il voudrait. Alors, d'un mot pour terminer, on revient sur cette affaire puisque vous êtes encore ministre de la Ville, effectivement encore pour un mois. Des tonnes de cannabis ont été trouvées dans la banlieue parisienne. Ça, c'est le premier souci. Et qu'est-ce que vous faites contre ça, vous, C'est ça le premier souci. Et c'est le premier souci, pas seulement pour moi, pour tous ceux qui vivent la difficulté des quartiers, dans la mesure où la drogue a une double utilisation. L'utilisation pour que ces jeunes qui sont dans une situation affective, économique dramatique, oublient leur situation. C'est un vrai moyen d'oublier leur existence. Et c'est deuxièmement un moyen économique de survie. Ce qui veut dire que tant qu'on n'aura pas réglé l'essentiel de leurs problèmes, on sera certainement en face d'une situation qui va s'aggraver. Dans tous les pays du monde, c'est devenu l'horreur. Aux États-Unis, en Angleterre, en France, etc.
Et on est au début du phénomène. Et par conséquent, tous les gens responsables, que ce soit les élus locaux, l'État, etc., doivent se rendre compte que lorsque, dans certains quartiers, un gosse sur 2 se drogue, on est en train de vivre une période où tout peut basculer. Parce que pour trouver cette drogue, ils sont prêts à tout, y compris à faire droguer des enfants qui, eux, ne sont pas dans des quartiers difficiles. Je voudrais que vous sachiez que quand un gosse pose une seringue pour la première fois dans son bras, c'est trop tard. La première fois est la bonne, il ne peut plus s'en défaire. Et ces gosses qui, dans ces quartiers difficiles, veulent se trouver des revenus, ils peuvent aller sur votre enfant, sur le mien, sur n'importe lequel. Donc c'est un problème extrêmement difficile et il faut y mettre toute la volonté et les moyens qu'il faut pour combattre cette situation. Un mot, on va devoir interrompre. Quelle serait la mesure à prendre de toute urgence? La première, et elle est urgente, c'est de mettre en place à la fois des systèmes de prévention et à la fois des systèmes de contrôle. Les deux sont indispensables. Il faut favoriser tous les éléments qui empêchent le gosse d'aller là-dedans. La prévention, c'est la police, c'est ça? La prévention, c'est la police. Pas que ça, c'est l'enseignement, c'est la justice, c'est le droit, c'est le travail, c'est la formation, c'est le divertissement, c'est les quartiers, enfin... Voilà. Et puis d'un autre côté, quand on fait l'imbécile, on est puni gravement. Merci beaucoup Bernard Tapie d'avoir répondu à notre invitation. À moins d'un mois du premier tour, donc des législatives, en tout cas le climat social semble tourner à l'orage. Des milliers de sidérurgistes ont manifesté aujourd'hui à Metz à la veille d'un conseil des ministres de la communauté de Bruxelles qui devrait entériner un sévère plan de restructuration de toute la sidérurgie européenne. Elisabeth Esley. À l'appel de tous leurs syndicats, ça ne s'était pas vu depuis 10 ans, 10 000 manifestants ont défilé cet après-midi à Metz pendant 2 heures dans le froid. Des sidérurgistes, des mineurs, des salariés de Grundig-Kreuzwald menacés d'un transfert en Autriche, des chômeurs, des postiers, des employés de banque. Tous veulent faire part de leur angoisse devant la situation désastreuse de leur région. En 20 ans, 90 000 emplois ont été supprimés dans la sidérurgie et dans les mines, et les plans sociaux annoncés ces derniers mois devraient accentuer la crise. Au même moment, mobilisation encore plus importante en Allemagne. Ici, à Duisburg, selon les syndicats, 15 000 personnes se sont rassemblées pour s'opposer à la fermeture d'une usine du groupe Krupp-Oesch. L'Allemagne produit environ un tiers de l'acier de la communauté européenne. Sur les 50 000 emplois qui seront vraisemblablement supprimés dans la CE d'ici 1995, une trentaine de milliers devraient l'être en Allemagne. Colère et inquiétude également des agriculteurs et notamment des producteurs bretons de pommes de terre. Plus de 200 d'entre eux ont bloqué avec leurs tracteurs la voie express reliant Rennes à Brest à hauteur de Landivisiau, dont les rues ont été, vous le voyez, noyées sous des patates, environ 2000 tonnes. Ces producteurs protestent contre la mévente de leurs produits à l'exportation en raison notamment de la fermeture du marché irakien par suite de l'embargo décidé par l'ONU. À Rungis, l'exaspération des marins pêcheurs bretons a laissé des traces. La note des dégâts est estimée à environ 25 milliards de francs selon les gestionnaires du marché de gros. Les pêcheurs bretons devraient se retrouver demain à Bruxelles pour une manifestation pacifique. Vous allez mieux prendre conscience du désarroi de ces travailleurs de la mer avec ce reportage de nos correspondants Jacques Deveau, Gabriel Camilla. 835 francs le salaire d'un matelot pour une marée, soit 15 jours en mer et 18 heures de travail par jour. Loin du SMIC, de telles fiches de paye sont en ce moment courantes dans les ports bretons. Car dans la pêche artisanale, le pêcheur n'a pas de salaire fixe, son revenu varie en fonction de la pêche et des cours du poisson. Les 5 dernières marées, ça a été de 460 francs, 580 francs, 1000 francs, 5000 francs et 1500 francs, avec une part un quart. Total 8500 francs pour 4 mois de travail. Le monde de la pêche est régi par le principe de la part. Le revenu de la marée est partagé à moitié entre l'armateur et l'équipage, puis au sein de l'équipage, en fonction du rôle de chacun, 2 parts pour le patron, 1 pour le matelot. En raison de la chute des cours, la part de chacun diminue et personne n'accepte que ce métier ne nourrisse plus. Nos femmes sont obligées de travailler pour nous, c'est ça qui est malheureux. C'est que nous, avant, à une époque, on était heureux de garder notre femme à la maison. Et ce qui était vrai en plus, parce qu'on gagnait assez de sous. Mais maintenant, le seul problème qu'il y a, c'est que les femmes sont obligées de travailler pour nous aider. Parce que moi, je regarde une chose, c'est que depuis presque 2 ans et demi, c'est ma femme qui me nourrit. Métier dur mais rémunérateur, la pêche a attiré les jeunes. Mais embarqués pour la plupart sans diplôme, ils n'ont pas d'autre choix que de poursuivre un métier qui ne nourrit plus son homme et vous marque à vie. Vous êtes d'accord ?
On me dit que j'ai dit 25 milliards de francs de dégâts, il s'agit bien sûr de 25 millions. L'affaire du sang contaminé continue. Le CNTS face à ses assureurs aujourd'hui devant le tribunal de grande instance de Paris. Les 4 anciens assureurs du Centre national de transfusion sanguine ont en effet assigné le CNTS pour annuler les contrats passés. Ces compagnies estiment en effet que le risque de contamination étant connu des dirigeants du CNTS, la clause de l'aléa n'existait plus. Compte rendu d'audience, Maryse Burgot, Gilles Ragri. Ils sont 4 assureurs. Tous considèrent aujourd'hui que le CNTS les a trompés, que par conséquent, on ne peut leur demander d'indemniser les victimes de la transfusion sanguine. Et cet après-midi, devant le tribunal de grande instance de Paris, leurs avocats ne manquaient pas d'arguments. Les dirigeants du CNTS connaissaient les risques, disent-ils, pourtant, aux assureurs comme aux hémophiles, ils n'ont rien dit. Nous demandons donc que soit prononcée la nullité des contrats qui nous liaient à l'époque au CNTS. On ne nous a pas dit que les produits étaient contaminés à 100% et qu'on distribuait des produits contaminés. Aussi, nous ne pouvons pas garantir un risque qui n'est plus aléatoire. C'est-à-dire que l'assureur est là pour garantir des choses qui peuvent survenir, mais qui ne sont pas certaines de survenir. En l'occurrence, il était certain qu'à chaque fois qu'on donnait une dose de PPSV à quelqu'un, ce quelqu'un allait se retrouver porteur du VIH. Le tribunal s'est donné jusqu'au 7 avril pour rendre son jugement. Quelle que soit sa décision, elle ne devrait pas financièrement léser les victimes. La plupart d'entre elles ont en effet choisi d'obtenir réparation via le fonds d'indemnisation créé par l'État en 1991. Ils sont en fait seulement une quarantaine à avoir choisi la voie judiciaire pour obtenir réparation. Si le tribunal donne raison aux assureurs, ces victimes pourront de toute façon toujours avoir recours au fonds d'indemnisation, c'est-à-dire à l'État. Et c'est cela qui permet ce soir aux assureurs de n'avoir aucun état d'âme. Le journal national de France 3 et les éditions régionales de Paris-Île-de-France n'ont pas pu être diffusés aujourd'hui normalement par suite d'un arrêt de travail d'une partie du personnel de France 3. Personnel qui annonçait dans la soirée son intention de poursuivre ce mouvement de grève. Socrate rend peu philosophes les guichetiers de la SNCF. Les agents commerciaux, comme l'on dit maintenant, se plaignent en effet de la complexité du nouveau système de réservation installé progressivement par la direction de la SNCF, système baptisé Socrate. Une grève est annoncée pour vendredi, et tandis que les usagers, eux, ont le sentiment d'une hausse déguisée des tarifs. Reportage Alban Mikosi, Renaud Fessaguet. Gare de Lyon. Ce mercredi est une journée calme, au milieu des vacances d'hiver. 20 personnes en tout et pour tout attendent devant les guichets. Ambiance bon enfant, mais service minimum. Les agents ne vendent que des billets simples pour les réservations, voire les distributeurs. Selon les syndicats, Socrate est complexe et truffé d'erreurs. Ce qui est clair, c'est qu'il y a autour de 400 anomalies qui sont recensées aujourd'hui par la direction elle-même et qui sont créées tous les jours. Et que de ce point de vue, il est très difficile pour les agents d'assurer un service correctement dans ces conditions-là. Exemple de ces blocages, ce matin, Socrate oublie des trains. C'est l'ordinateur en petite forme. Demain, je demande à partir de 7h le 25 février, elle me propose uniquement le train de 23h33, en changeant à Saint-Gervais-les-Bains. Alors qu'il y en a d'autres. Devant ces aberrations, c'est la grogne des cheminots et la surprise des usagers. Ça fait un bout de temps que vous êtes là, non? Ouais, mais ils ont un petit problème là, c'est un peu tombé en panne là, donc... Un mois après son lancement, Socrate ne fait pas l'unanimité. Lent, complexe, le système est accusé de dissimuler une hausse spectaculaire des tarifs. Nous avons des hausses de tarifs qui seront appliquées, mais Socrate n'a rien à voir avec ces hausses de prix. C'est la vie des entreprises. Socrate, en tant que tel, ne change en rien le système des prix de la SNCF. Sur certaines lignes, pourtant, des hausses de tarifs importantes auraient été constatées. Le 23 mai prochain, le système sera généralisé. La SNCF a 3 mois pour accorder ses violons. Les chauves peuvent se faire des cheveux. Une étude américaine indique en effet que les hommes qui perdent leurs cheveux au sommet du crâne sont 3 fois plus sujets à des crises cardiaques que les chevelus. Valérie Fourniou a tout de même voulu savoir si cette étude n'était pas tirée par les cheveux. Quel rapport entre les cheveux et le cœur? Entre un crâne qui se dégarnit et une artère qui se bouche? Apparemment, il y en a un. Une étude publiée aujourd'hui aux États-Unis dans la très sérieuse revue JAMA montre qu'une forme particulière de calvitie, celle qui débute sur le haut du crâne, est associée à un risque plus élevé d'infarctus. Et plus la taille de la calvitie augmente, plus le risque s'élève, pouvant même être multiplié par 3. Ce phénomène n'est pas expliqué de façon certaine. Hypothèse avancée, celle d'une hormone mâle qui influerait sur le bon cholestérol.
On sait que la calvitie est dépendante des hormones sexuelles et de même les fractions du cholestérol, le bon et le mauvais cholestérol, sont aussi dépendants des hormones sexuelles mâles. Donc c'est assez intéressant de conseiller à ces sujets de faire une exploration lipidique assez précise dans ce sens. La calvitie dépendante des hormones sexuelles, c'est bien là, médicalement, la seule certitude. Et qui donne d'ailleurs aux chauves la réputation d'avoir une virilité hors du commun. Alors messieurs, si cette étude se révèle exacte, avant de justifier cette réputation, pensez à ménager votre cœur. Les policiers russes ont une raison supplémentaire de maudire les trafiquants de drogue. Ils ont en effet dû ouvrir une à une 26 000 boîtes de conserve expédiées de Colombie pour saisir un peu plus d'1 tonne de cocaïne. Notre spécialiste Patrick Lecoq n'a pas eu le temps de calculer le temps nécessaire à cette opération. Ces boîtes de viande et pommes de terre venaient de Colombie. Elles se trouvaient dans un conteneur expédié de Bogota à une entreprise de Saint-Pétersbourg. Rubrique voile avec Alain Kiry et Olivier qui pleure. Dans le Vendée Globe, Alain Gauthier a encore accentué son avance. En revanche, Olivier de Kersauzon a dû lui renoncer à poursuivre sa tentative du Tour du Monde en moins de 80 jours. Christophe Duchiron. On recommencera. Ça, voilà. Le Cap, 3 h du matin la nuit dernière. Pour Olivier de Kersauzon et son équipage, le Tour du Monde s'est arrêté au 31e jour. Visage fermé, l'amiral fume la cigarette du condamné à l'abandon à cause d'un flotteur éventré sur 9 mètres. 10 à 12 jours de réparation nécessaires. Dans ces conditions, adieux océans, lauriers et records, Olivier de Kersauzon ne sera pas pour cette fois-ci l'héritier de Phileas Fogg, la fin d'une aventure. Le Cap ce matin, à la lumière du jour, charalaqué tel un oiseau, avec une aile blessée. Objet de curiosité pour les habitants. Depuis ce matin, le bateau ne bouge plus et l'eau s'écoule tranquillement sous le flotteur déchiré. La mer déchaînée et la course contre le temps appartiennent désormais à Bruno Perron, le Français, et à Peter Blake, le Néo-Zélandais moustachu. Ils ont doublé le Cap de Bonne-Espérance il y a 2 jours. Pour eux, l'aventure du Tour du Monde en 80 jours continue. Le football en deuil avec la disparition à 51 ans des suites d'un cancer de Bobby Moore, le capitaine de l'équipe d'Angleterre victorieuse de la Coupe du Monde en 66. Vous le voyez, Bobby Moore avait disputé plus de 1000 matchs de championnat en Grande-Bretagne. Au cours de 19 années de carrière, il avait été sélectionné dans l'équipe nationale britannique à 108 reprises. Sorti aujourd'hui sur vos grands écrans de Malcolm X, un film à gros budget signé Spike Lee que nous avions reçu dans ce studio il y a quelques semaines. Reportage Pascal Deschamps à Lens. Avec près de 9000 entrées à Paris aujourd'hui, Malcolm X fait le plein. Beaucoup de jeunes, attirés par la réputation du leader noir, assassiné il y a 28 ans, presque jour pour jour. Face à la violence raciale, à la ségrégation, il voulait rendre aux Blancs coup pour coup et aux Noirs leur fierté. Le plus souvent dans ses discours, il le dit. Je ne suis pas contre les Blancs, je suis contre ceux qui sont contre les Noirs. S'il y a des films comme Malcolm X, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a rien qui a bougé encore. Bon, maintenant, j'ai peut-être pas la couleur adéquate pour pouvoir parler de tout, mais je sais que ce film-là, il exerce sa propre personnalité. C'est pas comme Terminator 2 ou un autre film. Regarde, il y a des images. Là, tout le film, il appelle à la réflexion. You're not an American, you're an African who happens to be in America. You have to understand the difference. We didn't come over on the Nita, the Pinta, and the whatchamacallit. We didn't land on Plymouth Rock. Plymouth Rock landed on us. N'importe où dans le monde, quand les gens nous ont rabaissés, c'est lui qui a su s'élever pour dire que on n'était pas des moins que rien, quoi. Que nous, on était des gens, qu'on avait droit au respect et qu'on était là, quoi. En racontant l'évolution politique et personnelle d'un grand leader noir, le film se veut tout à la fois plein d'espoir et un appel à la vigilance. Il commence par le tabassage de Rodney King par des policiers blancs dont l'acquittement avait provoqué les émeutes de Los Angeles.
L'autre soir, je recevais Jean-Louis Trintignant. Ce soir, j'ai le plaisir de retrouver et de recevoir Anouk Aimée, le couple immortel d'un homme et une femme, presque reconstitué donc dans le temps et dans l'espace. Anouk Aimée, merci. Bonsoir. Merci d'être venu. Vous aviez été nominé pour ce film de Lelouch pour les Oscars d'Hollywood. Je crois savoir que c'était un grand souvenir pour vous. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. Ça me fait toujours très drôle de parler de ces choses-là après tous les événements qu'on a entendus, qui sont des sujets... C'est la vie, vous avez raison, mais... ce que j'ai à dire est peut-être un peu moins important. Mais oui, c'est vrai, j'avais été nominée pour le prix d'interprétation. Et c'est Taylor qui vous avait soufflé. Oui. C'est-à-dire que le film a eu 3 Oscars. Moi, je n'ai pas eu le mien, je n'ai été que nominée. Nous avions aussi eu les Golden Globe Awards. Moi, j'avais eu le Golden Globe Award au moins. Mais c'était très, très agréable d'être un peu reconnue par tous ces gens qui représentaient un peu mon enfance. Cette année, c'est Catherine Deneuve qui va vivre cette dure épreuve. Oui, avec mon amie Emma Thompson aussi. Elles doivent toutes être dans un drôle d'état. Alors, Anouk Aimée, vous êtes avec nous ce soir car vous êtes l'héroïne de notre téléfilm ce soir sur France 2. Ça s'appelle Des voix dans le jardin. C'est tiré d'un roman de Dirk Bogarde. C'est l'histoire d'une femme, c'est très difficile à raconter en 10 secondes. C'est l'histoire d'une femme sauvée du suicide par un beau jeune homme, un campeur anglais. Coucou persuade ce jeune homme de rester dans la villa qu'elle partage avec son mari. C'est un couple qui ne va plus très bien. Le campeur fait venir sa petite amie et puis le film raconte donc le destin croisé de ces deux couples, l'un au printemps de sa vie, l'autre un peu plus à l'automne. Nous allons regarder tout de suite un court extrait. Bonjour. Ça va mieux? Beaucoup mieux. Comme si j'avais dormi pendant 1000 ans. Ah, c'est une longue nuit. Je vous attendais, vous savez. Il y a toujours un prince dans le conte. Ah, la belle au bois dormant, je sais. Et vous n'auriez pas dû attendre le baiser? Oh si, là j'ai commis une erreur. Mieux vaut tard que jamais. Merci. Maintenant je suis réellement réveillée. Vous ne regrettez plus d'être resté, alors? Il est l'heure d'aller prendre le petit déjeuner. Un peu tôt, non? Le reste du palais n'est peut-être pas réveillé? Oh non, non, ça sent le café. Bruna vous servira et vous lui direz de monter mon plateau. Je peux rentrer? Comme ça? Bien sûr. Vous êtes magnifique, comme on disait quand j'étais jeune. Épatant. Vous êtes sûr? Voilà, il faut préciser que c'est un film qui a été tourné en anglais. Oui. C'est une coproduction avec la BBC et donc après remixé. Je me suis doublée en français après avoir parlé en anglais, oui. Alors là, c'est une tâche difficile qui m'attend parce que j'ai lu dans le dossier de presse, les interviews semblent autant de corvées pour Anouk Aimée qui s'en passerait bien. Il est difficile de la faire parler de son travail. Elle devient intarissable lorsque la conversation porte sur les chats. Moi aussi, j'adore les chats, mais nous n'avons pas trop le temps de parler de ça. Donc, je voudrais même parler un peu de votre rôle pour que les téléspectateurs qui vont tout de suite regarder ce film comprennent bien comment vous l'avez abordé. C'est intéressant, ces deux couples qui se croisent à la suite d'un destin de la vie. Écoutez, je vais vous dire, moi, je ne sais pas du tout parler comment j'ai mon rôle, je ne sais pas du tout faire ça. Plus je vais, moi je sais ce genre de choses et moi je veux savoir, parce que si je savais comment aborder un rôle, ça serait d'un ennui effrayant. Simplement, j'ai lu ce scénario, ça m'a plu. J'ai eu envie de travailler avec Pierre Boutron. Et à partir de ce moment, dès qu'on aime un rôle, un film, un metteur en scène, il y a une rencontre qui se fait et ça se fait tout seul. Mais le côté, vous expliquer comment je fais, je n'ai aucune règle. Parce que le jour où j'aurai des règles, je vais beaucoup m'ennuyer. Vous faites assez rare, trop rare pour vos admirateurs et admiratrices au cinéma. Vous avez un projet avec Elie Chouraki, c'est ça? Oui, là c'est vraiment une participation. Je pars tourner demain à Chamonix dans un film d'Elie Chouraki, mais c'est une participation. Vraiment. Mais si je me fais rare, pendant très longtemps je l'ai un peu fait parce que je me protégeais et je ne voulais pas trop tourner. Maintenant, je dois dire que c'est pas toujours de ma faute parce que vous savez, dès qu'on a un peu plus de 25 ans, les rôles de femmes sont assez difficiles, même en Amérique. Et il est évident je crois qu'en France encore plus, et c'est dur d'avoir de beaux rôles. C'est une des raisons pour laquelle j'ai accepté ce rôle, car c'est un beau rôle de femme. Et puis vous avez fait aussi beaucoup de théâtre avec Bruno Kremer, Love Letters. Oui, Love Letters, oui, que nous allons certainement, je vais certainement reprendre Love Letters d'ailleurs. Très bientôt. Mais aussi, je tourne très peu en France. Depuis Un homme et une femme, c'est-à-dire en 66, je n'ai tourné film qu'avec Claude Lelouch et Elie Chouraki.
Sinon, j'ai tourné avec les Américains, les Italiens, Bertolucci, Bellocchio, tout ça, Sidney Lumet, mais enfin, je ne tourne pas, sauf à la télévision. Et d'ailleurs, j'en suis ravie. Parce que je ne fais pas une grande différence. Les réalisateurs français ne veulent pas de vous ou c'est vous qui ne voulez pas d'eux? Non, je ne crois pas, parce que les gens sont très gentils avec moi. C'est que je ne dois pas représenter vraiment la française, je ne sais pas. Je travaille plus avec les étrangers. Et la télévision, je répète. Eh bien, nous en aurons une illustration ce soir, donc avec Des voix dans le jardin, ce téléfilm réalisé par Pierre Boutron. Le premier volet ensuite d'un documentaire très intéressant de Daniel Carlin sur le monde de la prison. Après le dernier journal vers minuit, en compagnie bien sûr de Philippe Lefay, je ne saurais trop vous conseiller Le Cercle de minuit. Michel Field reçoit en effet ce soir, entre autres, Peter Gabriel. C'est aujourd'hui la Saint-Modeste, c'est donc la fête de tous les journalistes de la rédaction de France 2. Demain à 7h50, Gérard Leclerc recevra André Lajoigny. Dans un instant, la météo avec d'importantes chutes de neige annoncées. Laurent Romeshko vous en dira plus dans quelques petites secondes. Excellente soirée à toutes et à tous. Anouk Aimée, merci beaucoup, bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir. À tout à l'heure.